les élèves de la deuxième année Sciences Maths, deuxième année PC et deuxième année SVT. On va traiter le deuxième chapitre dans la physique nucléaire, noyau, masse, énergie. Introduction. Quand une bombe nucléaire explose, une énorme d'énergie à libérer, résultant de réactions de fission nucléaire en chaîne. Qu'est-ce qu'une réaction de fission nucléaire en chaîne? Comment peut-elle produire une telle énergie? Quelles sont les applications et dangers de la radioactivité? Activité 1, équivalence entre masse et énergie. Petite 1, relation d'Einstein. En 1905, Albert Einstein pose les postulats d'une théorie qui devrait révolutionner la science. C'est la théorie de la relativité. Cette théorie formula l'équivalence entre la masse et l'énergie. Donc, pour Einstein, tout corps de masse petite m possède une énergie égale au produit de sa masse par le carré de la vitesse de la lumière. E est égal m fois c carré. Avec E, elle représente l'énergie de la masse en joules. C'est énergie de masse en joules. G. Petite m, c'est la masse du corps au repos. Masse du corps au repos. En kilogrammes. C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Cette relation montre que toute variation de masse, c'est-à-dire delta M, d'un système s'accompagne d'une variation d'énergie delta E, telle que cette variation d'énergie serait égale à delta M fois C au carré. On passera à petite 2, l'unité de masse et d'énergie. En physique nucléaire, on exprime la masse d'un noyau ou d'un atome en unité de masse atomique, UMA, on la symbolise par U. L'unité de masse atomique est définie par 1 sur 12 de la masse d'un atome de carbone 12. Donc 1 UMA, une unité de masse atomique, elle est égale à la masse d'un atome de carbone, que la masse molaire, la masse d'une mole d'atome de carbone est égale à 12. Donc divisé sur 12 fois multiplié par 1 sur le nombre d'Avogadro. C'est-à-dire que 12 sur le nombre d'Avogadro, elle représente la masse d'un atome de carbone. Or, cette unité, elle est en grammes. Il faut la convertir en kilogrammes, c'est-à-dire je la multiplie par 10 à la puissance moins 3. Donc, en faisant cette application numérique, je peux simplifier le 12 avec le 12. Je trouve qu'il est égal à 1 sur la valeur de
de la constante d'Avogadro qui est égale à 6,021023 multiplié par 10 moins 3 en faisant l'application numérique. Je trouve que cette valeur est à peu près égale à 1,66054 10 à la puissance moins 27 kg. Donc, cela va nous dire qu'une unité de masse atomique, que je peux l'écrire dans le cas simple, une UMA, il sera égal à 1,66054 10 à la puissance moins 27 kg. Ok, on passera maintenant à l'unité joule et inadaptée. C'est une valeur qui est trop grande. On utilise plutôt comme unité soit l'électron-volt, soit le méga-électron-volt. Donc, ok, on passera à petit c, l'énergie correspondant à la masse atomique. Donc, on sait que E est égal à M fois C carré, qui est égal, si je prends pour 1 UMA, est égal à 1 U fois C carré. Or, 1 UMA est égal à 1,66054 fois 10 à la puissance moins 27 kg fois la valeur de la vitesse de la lumière au carré qui est égale à 2,9,7,9,2,4,5,8 au carré. Cette valeur, on la prend, est égale à 3,10 à la puissance 8. Donc, en faisant cette application numérique, on trouve que E sera égal à 1,49242 10 à la puissance moins 10 joules. Ainsi, E sera égal, si je veux convertir cette valeur en électron-volt, on sait que 1 électron-volt est égal à 1,610 à la puissance moins 19 joules et 1 électron-volt, voilà, qui est égal à 1 à peu près égal à 1,610 à la puissance moins 19 joules, qui est égal à 1,610 à la puissance moins 13 méga électron-volt. Or, je veux trouver cette valeur en méga électron-volt, donc je la divise. Donc, je trouve cette valeur, je la divise par 1,610 à la puissance moins 13. Donc, E sera égal à 1,4924 10 à la puissance moins 10 divisé par 1,6 10 à la puissance moins 13. En faisant l'application numérique, je trouve que cette valeur est à peu près égale à 931,5 méga électron-volt. Donc, on aura que 1 UMA sera égal à 931,5
31,5 mégaélectronvolts divisé par le C au carré. Parce que le mégaélectronvolt, il représente une énergie et le UMA fois C carré, il représente une énergie. Donc, on passera maintenant à l'activité 2, énergie et de liaison d'un noyau qu'on le représente par EL. Petit 1, défaut de masse. Des mesures précises montrent que la masse d'un noyau est toujours inférieure à la somme de la masse de ses nucléons pris individuellement. Cette différence est appelée défaut de masse. Donc on a un exemple, voilà, on a un noyau. Si je le pèse, je trouve sa masse petit m. Et ici, j'ai la masse des nucléons. Comme vous voyez, la masse des nucléons d'un noyau est plus lourde que la masse du noyau. Donc, pour un noyau de formule XAZ, donc pour un noyau X qui a A comme nombre de nucléons et Z comme nombre de protons, le défaut de masse delta M, qui sera égal à la différence entre la somme des masses des nucléons et la masse du noyau. Donc pour ce noyau, on a Z protons, donc il sera égal à ZMP, moins pour le nombre de neutrons plus le nombre de neutrons qui est égal à A moins Z fois la masse des neutrons, moins la masse du noyau XAZ. Donc d'après ce qu'on a vu, ce défaut de masse sera toujours supérieur à 0. Donc le MP et le MN, ils représentent, comme ce qu'on a expliqué, MP la masse de protons, Mn, elle représente la masse des neutrons. Donc on va faire une petite application, l'application 1, calculer le delta M du noyau d'hélium, sachant que Mn est égal à 1,0087 UMA, MP est égal à 1,0073 UMA, et la masse d'hélium est égale à 4,0015 UMA. Donc pour calculer cette variation de masse, on fait delta M, on sait que delta M, d'après la définition, il sera égal à ZMP. Donc pour le noyau d'hélium, on a pour Z est égal à 4, fois la masse de protons. Pour la masse d'un proton est égale à 1,0073 plus la masse des neutrons. Donc la masse des neutrons est égale à A moins Z, c'est-à-dire 4 moins 2, c'est 2. Donc plus 2 fois la masse d'un neutron. Et la masse d'un neutron est égale à 1,0087 moins la masse du noyau qui est égale à 4 fois 4,000015. On trouve que cette variation de masse à 6,0466 moins 4,0015 qui sera égal à 2,0466.
51 humains. Le défaut de masse est égal à cette valeur. Ok, on passera maintenant au qui est égal à 2,0451 humains qui est supérieur à 0. Donc on passera à l'énergie de liaison d'un noyau que l'on note EL. L'énergie de liaison EL est l'énergie qu'il faut fournir à un noyau immobile pour le dissocier en nucléon libre et immobile. Donc l'énergie de liaison, si je veux écrire sa formule, on aura EL qui est égal à delta M fois C carré. Avec le delta M, il représente le défaut de masse qui est égal pour un noyau X à Z, sera égal à Z fois la masse des protons, plus A moins Z fois la masse des neutrons, moins la masse du noyau X à Z, le tout fois C au carré. Donc c'est la formule qu'on utilise pour calculer l'énergie de liaison. Or, le défaut de masse, elle est toujours positive, donc cela veut dire que l'énergie de liaison EL sera aussi toujours positive. Donc elle est toujours positive. Application de calculer l'énergie de liaison pour le noyau d'hélium. Donc pour calculer l'énergie de liaison pour le noyau d'hélium, on aura EL qui serait égal à delta M fois C carré. Or, on a déjà calculé le delta M qui est égal à 2,0451 UMA fois C carré. Or, d'après ce qu'on a vu précédemment, que le U fois C carré, voilà, UMA fois C carré, si je le mets ici, UMA fois C carré, et est égal à 931 mégaélectrons volts. Donc, UMA fois C carré, UC est égal à 931,5 mégaélectronvolts. Donc, cela implique que EL est égal à 2,0451 fois 931,5 mégaélectronvolts. Elle va nous donner la valeur de cette énergie de liaison en mégaélectronvolts qui est égal à 28,4 mégaélectronvolts. Ok, on passera maintenant à petite 3, énergie de liaison par nucléon. Donc l'énergie de liaison par nucléon, notez E, est, c'est-à-dire définie par E, et sera égale à la valeur de l'énergie de liaison divisée par le nombre de nucléons grand A. Voilà, donc EL, elle représente l'énergie de liaison en mégaélectronvolts. Pour le grand A, elle représente le nombre SOMA, c'est-à-dire le nombre de nucléons. L'unité de E, c'est le mégaélectronvolt par nucléon. Plus, remarque qui est très importante, plus que l'énergie de liaison par nucléon est élevée, plus que le noyau est stable. C'est-à-dire dans un exercice, on compare l'énergie de liaison de deux noyaux. Celui qui a l'énergie de liaison par nucléon est plus grand
elle représente le noyau le plus stable. Donc, toujours application 4, on va calculer l'énergie de liaison par nucléon pour le noyau d'hélium qui sera égal à EL sur A. Or, on a trouvé que EL pour le noyau d'hélium est égal à 28,4 divisé par A qui est égal à 4. Donc 28,4 divisé par 4 et sera égal à 7,1 mégaélectronvolts par nucléon. On passera maintenant à 4, la courbe d'Aston. Donc, dans cette courbe d'Aston, comme vous voyez, on représente l'opposé de l'énergie de liaison par A, c'est-à-dire l'énergie de liaison par nucléon, l'opposé, c'est-à-dire on introduit le signe moins. Donc, dans ce cas-là, plus que l'énergie de l'opposé de l'énergie de liaison par nucléon est faible, plus que le noyau est stable. Donc, dans ce domaine-là, qui est en gris, elle représente les noyaux qui sont plus stables, c'est-à-dire les noyaux qui possèdent une énergie plus bas. La courbe d'Aston représente moins EL sur A en fonction du nombre du nucléon, A. Permet de comparer la stabilité des noyaux atomiques. Cette courbe permet de comparer la stabilité des différents noyaux atomiques. Les noyaux stables se situent dans la région où A est comprise entre 20, voilà, ici la valeur de A est égale à 20, entre 20 et 199. Les réactions de fusion affectent les noyaux les plus légers, c'est-à-dire les noyaux qui ont un nombre de nucléons inférieur à 20, tandis que les réactions de fission nucléaire affectent les noyaux les plus lourds, c'est-à-dire les noyaux qui ont un nombre de nucléons et les supérieurs à 199. Donc, dans cette région-là, on aura des fissions, des réactions de fission. Voilà pour l'uranium. Il a passé à l'uranium une fission et elle va se diviser en deux noyaux. Tandis que la fusion, on a deux noyaux qui sont légers. Ils fusionnent entre eux pour donner un noyau plus lourd et plus stable. Voilà, on passera maintenant à l'étude de la fission et fusion nucléaire. Cette partie, elle est consacrée aux élèves de la deuxième année sciences maths et de la deuxième année PC. Voilà, donc la fission est une réaction nucléaire provoquée au cours de laquelle un noyau lourd bombardé par un neutron se divise en deux noyaux plus légers. Comme vous voyez, ici on a un noyau qui est lourd d'uranium, qui a A est égal à 235. Donc elle est bombardée par un neutron, N1, 2. Il est divisé en deux noyaux, BA et KR, plus 3 neutrons. Donc, donner un exemple d'une réaction de fission. Donc, je peux écrire cette réaction-là. Donc, on a N10, ce noyau-là. Il va bombarder l'uranium 235,92 pour se fissionner ce noyau. Il m'a donné BA 141,56 plus KR
42, 36, plus 3 neutrons. Comme vous voyez, 1, 2, 3, plus 3 neutrons, 1, 0. Toujours la conservation de sodium est applicable. Donc, on a ici 236, 1 plus 235, c'est 236. Donc, on aura ici 1, 141, plus, pour le cas E, c'est 92 ici, c'est pas 42, c'est 92. Le sodium, il est applicable, la conservation de sodium. Je peux écrire une autre transformation, c'est-à-dire je peux bombarder avec un neutron l'uranium 235-92, mais cette fois-ci, il va nous donner d'autres noyaux. Il va nous donner SR 94, SR 9438, plus le xénon XE 139 54, plus 3 neutrons avec émission d'une particule gamma qui est une onde électromagnétique. Ok, on passera maintenant à une remarque. Voilà, donc la fission nucléaire est une réaction en chaîne, c'est-à-dire lorsque je fais la fission à ce noyau-là, il va nous donner deux noyaux plus deux neutrons. Ces neutrons-là peuvent encore bombarder un de ces noyaux qui va se fusionner à son tour et ainsi de suite. Donc la réaction en chaîne doit être contrôlée pour qu'il ne soit pas explosive, le cas de la bombe A. Dans les réacteurs nucléaires, la fission est contrôlée, c'est-à-dire pour produire de l'énergie, on utilise les réactions de fission. Voilà, fusion nucléaire. Maintenant, on va passer à la réaction de fusion nucléaire. La fusion nucléaire est une réaction nucléaire provoquée au cours duquel deux noyaux atomiques légers s'assemblent pour former un noyau plus lourd. Exemple, voilà, on a deux noyaux qui sont légers. On a le deutérium et le tritium. Ils vont se fusionner pour donner un noyau qui est plus lourd. Exemple, donc j'ai écrit cet exemple-là. Donc on a le H3,1, il peut se fusionner avec le deutéron H2,1 pour donner l'hélium, le noyau le plus lourd, 4,2 plus 1 neutron. Voilà, 3, 2, 5, 4, 1, 5, 1 plus 1, 2, 2 plus 0, c'est 2. C'est-à-dire, on applique toujours la conservation de sodium. Je peux écrire un autre exemple. Par exemple, on a le H2,1 plus le H1,1. Ils vont se fusionner ces deux noyaux pour nous donner HE3,2. Le HE3,2, c'est un isotope de HE4,2. Remarque, la fusion n'est possible que si les deux noyaux possèdent une grande énergie cinétique pour vaincre les forces de répulsion électrique. On porte alors le milieu à très haute température, 10 à la puissance 8 degrés Kelvin. En conséquence, la réaction de fusion est appelée réaction thermonucléaire. Parce que c'est une réaction qui est... La fusion se produit naturellement dans les étoiles, dans une bombe
thermonucléaire appelée bombe H. La fusion nucléaire est incontrôlée et explosive. On passera maintenant à l'activité 4, bilan énergétique d'une réaction nucléaire. On considère une transformation nucléaire quelconque. Voilà, on a cette transformation. Ici, on a une transformation qui va se passer entre des noyaux pairs qui sont X1, A1, Z1, X2, A2, Z2 pour donner des noyaux fixes X3, A3, Z3 et X4, A4, Z4. Il y a deux façons de calculer l'énergie delta E pour une transformation nucléaire. Soit en utilisant les masses et pour cela la variation ou bien l'énergie produit delta E est égale à la variation entre la somme des masses des noyaux fixes et la somme des masses des noyaux pairs. C'est-à-dire le delta E il sera égal à la masse de X3 A3 Z3 plus la masse de X4 A4 Z4, le tout moins la masse de X1 A1 Z1 plus la masse de X2 A2 Z2, le tout fois C au carré. Ou bien en utilisant les énergies de liaison, dans cette fois-ci sera égal à la somme des énergies de liaison des noyaux pairs moins la somme des énergies de liaison des noyaux fixes, c'est-à-dire le delta E. Dans ce cas-là, je peux, comme on a dit, d'utiliser soit la première formule ou bien la deuxième formule. Si on a les masses, on utilisera la première formule. Si on a l'énergie de liaison, on va utiliser cette deuxième formule qui est égale à l'énergie de liaison de X1 A1 Z1 plus l'énergie de liaison de X2 A2 Z2 moins l'énergie de liaison moins l'énergie de liaison de X3 A3 Z3 plus l'énergie de liaison de X4 A4 Z4. Remarque, si delta E est inférieur à 0, on dit que la réaction nucléaire est exoénergétique, c'est-à-dire il libère de l'énergie au milieu extérieur. Si delta E est supérieur à 0, on dit que la réaction nucléaire est endoénergétique, c'est-à-dire elle capte de l'énergie du milieu extérieur. Pour l'énergie libérée d'une réaction, on écrit E libéré est égal à la valeur absolue de delta E. Voilà le diagramme. Pour le diagramme énergétique, on utilise ce diagramme-là dans le cas général. Donc ici, on a l'état initial, l'état final. Donc le delta E il sera égal, voilà le delta E, il sera égal à l'énergie de l'état final moins l'énergie de l'état initial. On peut appliquer dans ce cas-là les énergies de liaison. Donc, comme vous voyez, le delta E, voilà, ici on a delta E. J'utilise la méthode comme si je fais comme en mathématiques des vecteurs. On aura delta E. Voilà, je cherche moi le delta E. Donc, delta E moins, voilà, c'était ces énergies-là. Donc, delta E moins EL X1 plus EL X2
comme vous voyez delta E dans ce sens-là, et celui-là dans ce sens, si je l'inverse, je trouve j'intègre ici le moins, sera égal à cette énergie. Donc, or, cette énergie-là est égale à moins EL de X3 moins EL de X4. Or, moi, je cherche l'énergie de liaison. Donc, l'énergie de liaison, ou bien l'énergie EL, ce n'est pas l'énergie de liaison, c'est l'énergie de la réaction. Donc, delta E est égal à EL X1 plus EL X2 moins EL X3 plus EL X4. C'est la définition qu'on a donnée précédemment. Si on utilise les énergies de liaison, elle est égale à la somme des énergies de liaison du noyau père moins la somme des énergies de liaison du noyau fils. C'est ça qui est représenté dans le diagramme. Dans le diagramme énergétique, c'est la même chose si on a appliqué ça à la désintégration alpha. Voilà, application, bilan énergétique, transformation nucléaire. Donc, on a ici les masses. Dans les données, on a les masses. Calculer l'énergie libérée au cours de cette réaction nucléaire, c'est-à-dire au cours de cette transformation. Donc, l'énergie est égale, le delta E, pour cette réaction. Puisqu'on a les masses, donc il sera égal à la somme des masses des noyaux fils moins la somme des masses des noyaux père fois C au carré. Donc il sera égal à la masse de neutrons N1, 0 plus la masse d'hélium He 4, 2 moins, voilà, moins la masse des noyaux per la masse de H de 1 plus la masse de H3, 1, le tout fois C au carré. Donc j'applique, je remplace chaque masse par sa valeur. Donc la masse de neutrons est égale à 1,0087 plus la masse d'hélium plus 4,0015 moins la masse de deuton qui est égale à 2,0136 moins la masse de tritium qui est égale à 3,0155. Le tout, cette valeur, elle est l'unité de ces valeurs en UMA fois C carré. Or, 1 UMA fois C carré est égal, je peux la remplacer par 931,5 méga-électron-volts. Donc, si je fais cette application numérique, je trouve que la valeur de cette énergie est égale à moins 17,6 méga-électron-volts. Or, l'énergie libérée est égale à la valeur absolue de delta E, qui est égale à 10,6 méga-électron-volts. C'est-à-dire cette valeur-là, je la remplace par 931,5 méga-électron-volts et je fais l'application numérique. Donc j'ai une deuxième application, c'est-à-dire j'applique la même chose, le delta E est égal à la masse des noyaux fils, c'est-à-dire est égal à la masse de SR plus la masse de XE plus 2 fois
la masse de neutrons, voilà, moins la masse de l'uranium, voilà, la masse de U, moins plus la masse de neutrons. Voilà, le tout fois C au carré. Donc, comme vous voyez, je peux simplifier cette masse avec celle-ci. Donc, je remplace la masse de SR est égale à 93,8945 plus la masse de XE qui est égale à 139,8920 moins la masse d'uranium qui est égale à 234,9935 moins la masse d'un neutron qui est égale, non, plus ici j'ai oublié, c'est plus la masse d'un neutron, donc plus la masse d'un neutron qui est égale à 1,0087. Cette unité des masses, c'est le UMA, fois C carré, c'est-à-dire U fois C carré, je le remplace par 935 mégaélectronvolts. Donc, en faisant cette application numérique, je trouve que delta E est égal à moins 184,72 mégaélectronvolts. Donc, cela implique que delta que E libéré, donc cela implique que E libéré sera égal à la valeur absolue de delta E qui est égale à 184,72 mégaélectronvolts. La même chose pour cette désintégration alpha, le delta E, c'est-à-dire on va faire la même chose pour cette désintégration alpha. On aura le delta E qui sera égal à la masse de Rn plus la masse de He moins la masse de Ra, le tout fois C au carré. Donc la masse de Rn est égale à 221,9702 plus la masse d'hélium c'est 4,0015 moins la masse de Ra 225,9770, c'est-à-dire c'est unité fois C carré. Donc je remplace cette valeur par 931,5. Donc en faisant cette application numérique, on trouve qu'il est égal à moins 4,94 mégaélectronvolts. Donc cela implique que E libéré n'est que la valeur absolue de E qui est égale à 4,94 mégaélectronvolts. La même chose pour le bêta-moins, donc on ne va pas le faire parce qu'on ne va pas répéter toujours la même chose. Et on passera à l'activité 5, application de la radioactivité. Donc la radioactivité a des multiples applications dans plusieurs domaines, entre d'autres l'industrie, la production de l'énergie électrique, la recherche de nouveaux matériaux, les appareils de détection et de mesure ultra sensibles, la conservation des aliments. Donc on peut appliquer la radioactivité dans ces domaines-là, dans le domaine de l'agriculture, élaboration d'une nouvelle variété végétale par transformation génétique, éliminer des insectes, des micro-organismes nuisibles. Dans la médecine, le diagnostic, le traitement, l'utilisation des traceurs radioactifs, analyse biochimique, radiothérapie.
dans le cas de concert, stérilisation des instruments médicaux. Donc on arrêtera cette partie de cours ici.